Oui, bonsoir à tous et à tous. Mon nom, c'est Philippe Pelletier. Je suis géographe, euh, professeur émérite à l'université Lyon 2. Donc, qui dit émérita dit retraite. Bien heureuse et active. Et merci d'être là. Merci à l'Université populaire du Pays d'Aix de nous recevoir. Nicolas va arriver. Donc avec un petit film qui est extrait de son film sur Élisée Reclus et la passion du monde, qui se voulait une introduction. Mais on peut faire l'introduction et je vais vous solliciter. Alors c'est toujours pareil, hein, comme avec les amphis, pour poser une question, est-ce qu'il faut poser une question dans un sens ou dans un autre? Autrement dit, est-ce que vous avez entendu parler d'Élisée Reclus, ou bien qui n'a pas entendu parler d'Élisée Reclus? Jamais. Ok, d'accord. Ceux qui ont entendu parler d'Élisée Reclus, qu'est-ce que vous retenez a priori? Allez-y. Le nom, anarchiste, géographe, Protestant. Universaliste. la géographie universelle, universaliste, protestant, ami d'Alexandra de Lavinel. Moi, je m'en vais là, c'est bon. On a plié la conférence. Quoi encore, peut-être? Exilé, oui, très bien. Les frères. Alors, écologue, bonne question. Ça pourrait éventuellement être dans le débat, parce que l'objectif de ce soir, c'est de présenter un livre qui n'est pas là, puisqu'il est avec Nicolas, le livre, c'est sur les 101 mots d'Élisée Reclus. Histoire d'un ruisseau. Alors, histoire d'un ruisseau. Bon, mine de rien, hein, globalement, on a à peu près fait le tour des grandes lignes de ce personnage, 1830-1905. Okay. On peut rajouter peut-être un mot, communeux ou communard. Je rappelle que les communeux s'appelaient comme ça, et c'est les Versaillais qui les ont traités de communards, péjoratifs, et pour faire la nique, ils ont adopté par eux-mêmes l'expression de communard. Donc il a aussi participé à la Commune de Paris, mais de façon extrêmement modeste, comme il le dit dans sa correspondance et dans ses écrits. En revanche, son frère aîné, Élie, qui est né en 1904, lui était responsable de la Bibliothèque nationale de France sous la Commune. Alors Élie, globalement, on peut considérer qu'il est anarchiste d'une façon un petit peu différente de son frère, mais il est aussi anthropologue et spécialiste des religions. Alors, 1804. Oui, j'ai dit 1904. Oui, c'est pas bien ça. 1804. Alors, peut-être plutôt que présenter le livre, puisque en fait, Nicolas, on s'est organisé pour avoir un petit chemin de fer. Je peux peut-être refaire l'histoire à partir de tout ce que vous avez dit d'Élisée Reclus. Donc, il naît à Sainte-Foy-la-Grande. Test de géographie. Presque. C'est plus subtil que ça, mais on n'est pas loin en fait. C'est la Gironde. On est encore en Gironde parce qu'on est en rive gauche de la Dordogne. Donc de l'autre côté de Sainte-Foy-la-Grande, qui est une bastide, c'est effectivement la Dordogne. C'est une région de tradition calviniste. Vous savez, ce croissant calviniste qui va en gros de la Drôme, qui passe par l'Ardèche, qui passe par Nîmes et qui remonte par Montauban et qui ensuite va jusqu'au pays, au Bergeracois et à Sainte-Foy-la-Grande. Donc en fait, il naît dans une famille protestante. Son père est un protestant dissident, c'est-à-dire qu'il refuse le concordat. Donc ça, c'est très important à l'époque, parce que s'il refuse le concordat, il n'est pas payé. Donc il faut qu'il trouve le moyen de subvenir, et il le fait grâce aux fidèles, et surtout grâce à son épouse, qui est en fait institutrice, diplômée institutrice. Alors j'ai oublié la date où je crois que c'est en 1823, où l'État français a accordé un diplôme d'instituteur, d'institutrice. Donc son épouse fait bouillir un peu la marmite pendant que le père Jacques se lance dans des prêches assez radicaux, puisque en fait il est partisan de Wesley, qui est proche du darbisme,
Alors, est-ce que le darbisme dit quelque chose ou pas du tout? Secte protestante extrêmement rigoriste. On en trouve quelques groupes encore en Haute-Loire et dans la Loire. En gros, endogamie très forte, le code vestimentaire très fort. Les filles ne doivent pas faire n'importe quoi, doivent s'habiller d'une telle façon. On n'écoute pas de musique, on ne mange pas avec les autres, etc. Enfin bon, voilà, c'est vraiment le rigorisme protestant. Élisée, parce qu'il est plus jeune et parce qu'il va être confié à de la famille un peu plus loin, à la Roche-Chalais, va pas subir, contrairement à son frère aîné Élie, toute la pression de cette éducation protestante, mais quand même il va en retirer quelque chose. Notamment, vous savez, chez les protestants, il faut lire la Bible, mais pour lire, il faut apprendre à lire, il faut donc se cultiver. Donc c'est déjà une ouverture intellectuelle. C'est aussi, chez les dissidents, enfin chez les protestants, un rapport direct avec le divin, donc sans intermédiaire, ou alors si l'intermédiaire c'est le pasteur, c'est pas du tout le même rôle que le clergé catholique, donc il y a une forme d'autonomie, il y a une forme d'individualisme presque qui va alimenter d'ailleurs, c'est notre point de vue, une partie de son individualisme anarchiste, mais qui est aussi collectif. Donc, il va poursuivre des études qui vont l'amener au collège protestant des frères moraves, à Neuwied, qui est au bord du Rhin, vers, vous savez, son nom m'échappe, Coblence, voilà, qui est un collège protestant assez strict. Son frère Élie va faire pareil. Son frère Élie va passer sa thèse à l'université de Strasbourg, qui lui donne le titre de pasteur, sauf que le jour même, Élie va refuser d'être pasteur et il va rentrer avec son frère à pied de Strasbourg à Sainte-Foy-la-Grande. Donc toute une expédition qui montre déjà l'appétence de Élisée pour la marche, pour le voyage et pour la connaissance du monde. Il va aussi faire des études quand il a une vingtaine d'années à Berlin, au contact d'un grand géographe qui s'appelle Karl Ritter, qui est l'un des premiers géographes à sortir la géographie d'une géographie de nomenclature. Vous savez, la géographie où il faut apprendre les villes, les fleuves, les sommets, etc., qui quand même, quelque part, a son utilité, parce que quand on fait des sondages de nos jours, c'est assez rock'n'roll. Mais bon, la nomenclature ne suffit pas, il faut comprendre le pourquoi du comment, avec la grande question de la géographie, où et pourquoi c'est ici et pas là. En gros, c'est la question, si on veut vraiment simplifier, et quand je dis pourquoi là et pourquoi ici et pas là, c'est à la fois les individus, les collectifs, les industries, les activités, enfin tout ce que vous voulez, voilà, c'est cette idée de spatialisation du monde, qui est une distinction fondamentale avec le marxisme d'ailleurs, qui lui résonne plutôt en philosophie de l'histoire avec un schéma de progression quasi téléologique, bien décrite par Marx et par Engels, où le stade antique, le stade féodal, le stade bourgeois, puis ensuite le stade socialiste et communiste, donc une espèce de linéarité où en gros on arrive au communisme parce que le capitalisme arrive en phase de maturation avec une classe prolétaire qui va devenir numériquement majoritaire et qui finalement n'aurait plus qu'à ramasser le fruit mûr et atteindre le pouvoir politique. Ce n'est pas du tout la réflexion anarchiste qui, elle, est une réflexion du ici et maintenant et qui ne programme pas l'avenir. Il se fait dans le présent, ici et maintenant. Retour à Orthès, parce qu'entre-temps, le père et la mère reclus ont été mutés à Orthès, donc dans le Béarn. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le coup d'État du 2 décembre, de Napoléon III, et que, en fait, les deux frères décident de participer à une forme de révolte, d'insurrection contre le coup d'État, sauf que le lendemain, ils se retrouvent pratiquement tout seuls, et que la mère, qui a quand même des accointances avec les responsables de la région, finalement leur dit de fuir. Donc ils fuient en Angleterre, à Londres, et puis ensuite Élisée va en Irlande, où là il va devenir régisseur, et il va prendre contact avec la nature irlandaise, et dans un texte ultérieur il va écrire que c'est là en gros qu'il a commencé
à avoir son tracé de vie de géographe. Ensuite, il va aux États-Unis, en particulier en Louisiane, où là, il devient précepteur de français dans une famille de riches bourgeois coloniaux. Et il va être très très gêné parce que il gagne. Au début, il était portefaix sur les ports de la Nouvelle-Orléans, mais après, il gagne plutôt bien sa vie en tant que précepteur dans cette famille aisée, sauf qu'il est très très mal à l'aise parce que vous imaginez le sud américain, enfin états-unien, au milieu du XXe siècle, c'est l'esclavage, c'est l'esclavagisme. Donc il a l'esclavagisme en horreur, et c'est avec son républicanisme, c'est peut-être le deuxième aspect de sa prise de conscience et de son engagement politique. Donc il va fuir la Louisiane, il va gagner ce qu'on appelle de nos jours la Colombie, où il va tenter une expérience d'agriculteur, de colon, qui ne va pas bien marcher. Et il rentre en France à cette époque-là. Alors l'exil d'Élisée Reclus, 6 ans je dirais, Nicolas, que je vous présente. On le prend des beautés. Hein oui, début 52 et retour 55. Ouais, un peu plus, oui, 4-5 ans. Bon, il s'installe à Paris, il retrouve son frère Élie. Et là, il commence une carrière de géographe puisqu'il va être il va devenir adhérent de la Société de géographie de Paris, qui est la première société de géographie au monde, je le rappelle. Donc, et là, il va beaucoup écrire. Il va écrire notamment son expérience de colon, avec son livre là, qui a été réédité récemment sur la Sierra de Santa Nevada. Il va écrire également sur l'esclavagisme. Il va écrire dans la revue des Deux Mondes, et il va fréquenter jusqu'à la Commune, en gros, ce milieu de républicains socialisants, plus ou moins protestants, mais jamais à la remorque de Blanqui, pratiquement pas de contact avec Proudhon, donc en fait un républicanisme de gauche. Il va rencontrer Bakounine en 1864, d'abord à Paris, et ensuite à Florence, où Bakounine est en train de constituer son association secrète, où là, en gros, il y a deux positions. Il y a la position de Bakounine à l'époque, disant qu'en fait, il faut rompre avec la bourgeoisie parce que finalement, l'alliance travail-capital n'est pas possible. Et les frères Reclus, à cette époque-là, sont plutôt encore dans l'illusion qu'on peut faire quelque chose avec les bourgeois républicains éclairés, etc. La Commune de Paris arrive et cette illusion tombe. Et c'est à partir de ce moment-là que Élisée, progressivement, en exil en Confédération helvétique, puisqu'il va être condamné pour sa participation à la Commune de Paris, il va progressivement participer aux activités de l'Association internationale des travailleurs, à laquelle il appartenait déjà, et du coup rejoindre Bakounine sur ces positions-là, et ensuite adhérer à la Fédération jurassienne. Alors la Fédération jurassienne, c'est dans les montagnes du Jura, d'une part, et puis La Chaux-de-Fonds, Sonvilliers, Saint-Imier, et puis aussi Neuchâtel. Et la Fédération jurassienne va être le fer de lance du courant dit anti-autoritaire, donc opposé à l'autoritarisme de Marx, autoritarisme dans la pratique, le contrôle de l'Association internationale des travailleurs, et autoritarisme aussi dans la stratégie politique de conquête de l'appareil d'État, alors que pour les communeux, une grande partie des communeux réfugiés en Suisse et la Fédération jurassienne, c'est une impasse, hein, parce que ça revient à conforter l'État, alors que l'État, en réalité, par son système autoritaire, empêche l'émancipation collective et individuelle, économique ou personnelle. Et c'est dans un des derniers congrès de la Fédération jurassienne, à la Chaux-de-Fonds en 1880, que 3 personnages vont en gros théoriser ce qu'ils ont appelé, ce qu'on appelle encore le communisme anarchiste, c'est-à-dire de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Jusque-là, le mouvement socialiste, y compris Bakounine, y compris le courant bakouninien, y compris les sections d'Espagne, d'Italie, de France, de Belgique,
était pour le collectivisme, c'est-à-dire de chacun selon ses moyens. Après, la répartition de la production, c'est-à-dire ce qui relève de la consommation, c'était le temps de travail ou les choses comme ça. Donc là, il y a une rupture en 1880, clairement, pour passer au communisme libertaire. Et je termine juste sur ce point pour dire qu'avec Élisée Reclus, on va trouver Carlo Cafiero, qui est un anarchiste italien, et aussi Pierre Kropotkin, qui est donc savant russe exilé et qui est également géographe. Donc on voit qu'à chaque étape, et là on reviendra dans la présentation et après du film d'une part et du livre d'autre part, qu'il y a toujours une connexion avec l'espace, le territoire, les peuples, donc tout ce qui relève de la géographie. Alors bonjour, désolé pour mon retard, donc je suis totalement responsable. Quelques mots pour dire qu'on est doublement, tous les deux très heureux d'être ici de nouveau, puisqu'on était déjà venus il y a un peu plus de 10 ans l'un et l'autre. Pour dire aussi, pour placer d'une certaine façon cette soirée sous le signe d'un hommage à Philippe Malburet, qui évoque peut-être quelque chose aux ex-sois. Philippe Malburet, outre le fait d'être un des initiateurs du planétarium Péresque, était aussi l'arrière-petit-fils d'Élisée Reclus. Et de fait, c'est un peu à lui que nous devons le contact qui a été fait avec l'UPPA, puisque c'est lui qui nous a invités une première fois à venir présenter le film dont on va vous montrer quelques extraits ici et qu'on a présenté plus tard ici même. Donc Élisée Reclus, La Passion du Monde. Et donc c'est à cette projection que certaines personnes de l'UPPA étaient présentes et s'étaient dit il faut qu'on fasse quelque chose avec Élisée Reclus à l'Université populaire. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc voilà, c'est une sorte de transmission, de filiation. Philippe Malburet est décédé en 2022. Il a néanmoins participé par une notice à l'abécédaire à Élisée Reclus, Les 100 hameaux, dont on va parler beaucoup après. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a envie d'avoir une pensée pour lui et de lui dédier cette soirée en quelque sorte. J'ai entendu que Philippe vous a fait une présentation déjà assez complète pour permettre d'avancer, puis aussi parce que certains savent déjà un peu. Et voilà, on s'est proposé de présenter quelques extraits de Élisée Reclus, La Passion du Monde, qui aborde un certain nombre de thèmes importants, fondateurs chez Élisée Reclus, qui vont être donc les premières années, l'écriture, les frontières, les cartes et la géographie au milieu de tout ça, et l'anarchie, pour le dire un peu rapidement. Donc voilà, ça dure 7 petites minutes. C'est tout pour les images. Le film est plus long, mais si on passe le film, on n'a plus le temps de vous raconter quelque chose. Puisque l'objectif tout de même de la soirée, c'est de vous présenter ce travail. Donc, il s'appelle Élisée Reclus, Les 100 hameaux. Ça a été publié aux Presses du Réel, aux éditions Les Presses du Réel, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et vous pouvez voir que ça a été coordonné par Pauline Couteau, Nicolas Eprande, Federico Ferretti et Philippe Pelletier, ce qui peut laisser suggérer qu'il y a une sorte de continuité, je ne sais pas comment le dire, entre le film et ce travail-là. C'est pas le prolongement, mais effectivement le film, c'était l'occasion pour moi de rencontrer Philippe et puis Federico Ferretti et d'autres, et de découvrir pour beaucoup Reclus, et de m'y intéresser, et de poursuivre des échanges avec Philippe et d'autres autour de Reclus et d'autres sujets, et d'engager ce genre de travail qui a nécessité 3 ans de collaboration. Je ne sais pas si tu veux en refaire l'historique, peut-être un tout petit peu. Oui, très rapide. Vous m'entendez? Ouais. C'est ma grosse voix. Non, il marche normalement. Il marche, bon. Oui, en fait, c'est l'idée. Élisée Reclus commence à être un personnage un peu plus connu. Il y a des émissions plus ou moins réussies sur France Culture. Il y a des livres grand public qui sortent, qui sont intéressants, des choses sur lesquelles on peut discuter.
Et il nous a paru important d'élargir encore cette audience, parce que en fait, le corpus et la pensée d'Élie Reclus nous paraît extrêmement vaste et donne toujours à réfléchir de nos jours encore. Mais il ne s'agit pas d'ériger un totem, il ne s'agissait pas de faire une hagiographie, même si effectivement on a de l'admiration, du respect, mais aussi des critiques vis-à-vis plutôt de la pensée que du personnage d'ailleurs. Donc il fallait solliciter des personnes en leur donnant en quelque sorte carte blanche. Donc l'idée c'était un abécédaire, donc avec un certain nombre d'entrées. Alors on a choisi 101 entrées. Des mauvaises langues disent que l'un des membres du quatuor qui a piloté l'ouvrage était nostalgique d'un film de Walt Disney, qu'il s'agissait de décalquer ça sur un autre terrain, mais bon, ce sont des rumeurs. Donc 101 mots, il fallait bien quelque chose. Et on a demandé à des amis, des collègues ou des personnes qu'on ne connaissait pas à partir d'une entrée, on leur proposait une entrée, par exemple l'entrée nature, l'entrée mésologie, l'entrée révolution, l'entrée commune, l'entrée... il y en a plein. Géologie, violence, femme, mariage, enfin voilà, de Saint-Simon, de s'exprimer sur le sujet en question en ayant vraiment carte blanche. C'est-à-dire qu'on attendait, moi-même j'espérais davantage de critiques pour titiller un petit peu. Bon, globalement, c'est plutôt laudatif, mais quand même, il y a des réflexions, notamment sur Renaud Garcia, il est sur l'agriculture. Bon, ouais, bon, on ne les connaît pas toutes par cœur, les 101, hein, parce qu'on s'est réparti le travail quand même, hein, même si on les a toutes relues à la fin. Donc voilà, c'était l'idée. Et donc, alors je sais qu'historiquement, moi je suis arrivé dans le quatuor, je suis arrivé en dernier, mais le travail l'idée en tout cas avait déjà émergé aux Presses du Réel, je crois en 2014, puis différents événements, le décès de l'éditeur, ainsi de suite, tout ça, ça a fait que ça a été reculé, mais donc le projet a été relancé en 2021. Et donc il y avait un travail, une ébauche qui était faite, qui consistait d'une part à faire une liste de thèmes possibles, et puis à commencer à trouver des personnes à mettre en face. Et donc comme tout ça avait été arrêté pendant plusieurs années, il s'était passé différentes choses, certains étaient plus disponibles, certains étaient décédés, ça arrive. Et donc on a repris le travail à cet endroit-là, à savoir reprendre cette liste de thèmes et puis proposer des noms en face. Je dirais que d'une certaine manière, ça a commencé ça a été de façon un peu concentrique en s'éloignant, c'est-à-dire on a commencé par les personnes qui étaient des spécialistes d'Élie Reclus ou qui avaient déjà beaucoup écrit sur son travail ou qui l'avaient beaucoup étudié, et donc on savait qu'en leur proposant telle ou telle thématique, voilà, ils allaient pouvoir travailler là-dessus sans problème. Et puis petit à petit, on a élargi à des personnes avec lesquelles on avait des affinités, qui n'étaient pas forcément familières de Reclus, mais à qui on pouvait penser qu'on pouvait... je pense, comme ça, à Charles McDonald, je crois qu'il m'avait dit que peut-être il viendrait. Ah, il est là, Charles. Oui, je savais pas. Voilà, donc Charles McDonald, un des contributeurs, qui a travaillé sur la notice primitif, tu connaissais pas beaucoup Élie Reclus, mais on a échangé à partir d'une proposition en fournissant un peu de matériel, de texte. Et c'est comme ça que la notice de Charles, par exemple, mais d'autres aussi, s'est élaborée. Donc on a été un peu en s'éloignant, et pour arriver... alors si tout ça a pris du temps, c'est que certains ont répondu vite, très rapidement, et puis d'autres ont dit oui, mais pas tout de suite, dans 6 mois, dans 12 mois, et puis plus de nouvelles. Donc parfois il fallait trouver quelqu'un d'autre, ou faire le deuil de telle ou telle notice, ou alors l'assumer nous-mêmes. Ça c'est un peu, puisque quand même à nous quatre, on a fait plus ou moins un quart des notices, soit seul, soit
soit en collaboration. Donc ça c'est un peu, le travail s'est un peu passé comme ça, avec des allers-retours et puis des rendez-vous entre nous, qui n'ont pas été si nombreux, mais en tout cas qui ont toujours été fructueux et très amicaux, avec quand même une somme de travail assez conséquente, puisque une fois toutes les notices reçues, il a fallu aussi retravailler, faire aussi un travail de relecture et d'harmonisation des notes, des bibliographies, et donc de préciser, de vérifier un certain nombre de choses comme ça, pour que ça soit aussi tout de même un texte de référence. C'est-à-dire que Philippe l'a dit, l'objectif c'était pas de faire une bibliographie, d'être très factuel sur les reclus, il y a déjà beaucoup de choses, et on n'avait pas envie de se lancer là-dedans. Mais l'objectif était d'ouvrir certaines pistes ou d'aller dans des directions qui n'étaient pas, peut-être qui n'étaient pas majeures. Mais voilà, les 101 mots, ça permet d'aller dans beaucoup de directions et de façon un peu peut-être cubiste, de donner des idées sur ce qui avait pu intéresser Élisée Reclus, peut-être parfois suggérer des pistes à des chercheurs à venir. Il y a une notice Reclus, Spinoza. Voilà, le travail pourrait se poursuivre. Et puis il y a aussi parfois des notices qui peuvent être surprenantes. Je pense à la notice sur les Landes, qui est justement un texte qui nous a intéressés. Je ne sais plus qui l'a rédigé. Puyot, Jean-Philippe Puyot. Et en fait, qui a fait l'historique d'un projet d'aménagement d'un grand secteur des Landes, de ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'un grand projet inutile ou quelque chose comme ça, qui consistait à détourner des rivières, des choses comme ça pour fertiliser les Landes, enfin voilà, en faire des terres cultivables. Et Reclus est plutôt très positif par rapport à ça. Donc ça nous intéressait aussi de montrer ça, pas pour être négatif sur Reclus, mais pour montrer toute la complexité aussi du personnage et de sa réflexion et de comment il était aussi de son temps. Oui, c'est pour ça qu'il y a des notices qui n'y sont pas, parce que quelqu'un a parlé d'écologue, à un moment donné, il n'y a pas de notice écologue ou écologie. En revanche, il y a une notice milieu, il y a une notice mésologie, puisque l'écologie a été fondée en 1866 par Ernst Haeckel, qui est un savant prussien, biologiste, luthérien, qui s'est approprié les idées de Darwin, de la théorie de l'évolution, dans un sens social-darwinien, c'est-à-dire en gros la lutte pour l'existence, mais une lutte gladiatrice, féroce, où c'est les plus forts, les plus adaptés, comme le dira Spencer ensuite, finalement réussissent. Et donc en fait l'écologie de Haeckel est très social-darwinienne, très biologique, très peu humaniste au fond. Il établit même une typologie des races, hein, c'est l'un des premiers à le faire dans le courant Blumenbach, etc., toute l'école allemande. Il parle aussi de l'arianisme. Et Élisée Reclus, son contemporain, son quasi-exact contemporain, est en désaccord avec Haeckel et donc il ne peut pas soutenir l'écologie. Donc là, de ce point de vue-là, il ne faut pas faire d'anachronisme, hein, pas de contresens, ou en tous les cas se méfier si jamais on utilise le terme actuel d'écologie, qu'est-ce qu'on y met derrière vraiment ? Si on fait un sondage, je suis sûr que personne aura la même définition. Est-ce que c'est une science ? Est-ce que c'est une philosophie de la nature ? Est-ce que c'est un comportement, un mode de vie fait de sobriété, etc. Est-ce que c'est un engagement politique ? Et si oui, lequel, etc., etc. Donc en fait, écologie, c'est une science. Hein, et l'anarchisme ne se fonde pas sur une science. L'anarchie, c'est un état. L'anarchie, c'est aussi un idéal, donc une projection. Mais l'écologie, si on en reste au terme, c'est une science, c'est donc fonder une philosophie politique, une action politique, c'est extrêmement risqué, pour ne pas dire dangereux, même de nos jours. Bon, le marxisme est aussi passé par là, puisqu'il se revendiquait scientifique, hein, c'était quasi programmé. Donc là, d'un point de vue anarchiste, c'est pas recevable. Et d'un point de vue de géographe, c'est pas recevable non plus. C'est pour ça qu'Élisée Reclus propose la mésologie dans L'Homme et la Terre, premier volume, c'est la science des milieux. Hein, il reprend une idée qui avait été lancée par Bertillon le père, donc une famille de républicains, proudhoniens, etc.,
Bon, la mésologie, il y a un certain nombre de travaux là-dessus sur le milieu 19e siècle, j'insiste pas. Mais en tous les cas, Élisée Reclus trouve intéressant de reprendre cette idée de mésologie. Bon, il n'a pas eu de succès à son époque, même si de nos jours, parmi les géographes, il y a une renaissance des idées mésologiques, ne serait-ce que pour faire le point par rapport au couplage qui pourrait paraître risqué, bon, ça peut faire l'objet du débat, hein, risqué entre la science écologique et un courant politique qui s'en revendique. Hein. C'est aussi une prise de distance de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est une notice qui est présente pour ça. Alors peut-être pour revenir aussi sur les contributions, les auteurs, il y a une grande diversité. Il y a bien sûr des géographes, mais pas que. Il y a des sociologues, des historiens, des philosophes, des anthropologues. Voilà, il y a des personnes qui viennent de très nombreuses disciplines. Je dirais peut-être à l'image de la géographie de Reclus qui se nourrissait de beaucoup de disciplines et qui cherchait à les intégrer dans sa géographie. Les provenances géographiques aussi des auteurs sont assez vastes. Il y a évidemment beaucoup d'auteurs un contingent francophone important, mais beaucoup d'hispanophones, puisque Espagne, Chili, Mexique et peut-être bien que j'en oublie, Colombie, lusophone puisque Brésil, il y a 2 ou 3 du Brésil, Suisse, Angleterre, Japon et Belgique. Voilà, donc ça c'était important aussi, et ça raconte aussi quelque chose de l'écho qu'a eu et que continue d'avoir le travail de Reclus en général, et c'était aussi intéressant d'avoir des regards, par exemple, je pense que la notice Espagne a été faite par quelqu'un qui est espagnol, géographe aussi je crois. Mais peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est que son point de vue, voilà, c'est pas un point de vue de France, quoi. Et donc il y a un autre regard sur ce que Reclus peut apporter. Et c'est pareil pour les auteurs brésiliens, sud-américains et autres. Donc ça permet aussi de décentrer les regards et de se rendre compte aussi de la richesse et de la manière dont le travail de Reclus a pu parler au travers des âges, quoi. Donc il y a des entrées thématiques et puis il y a des entrées de pays, hein, Algérie, Chine, Japon, Bretagne. Bon, on n'a pas tout fait, là on a vraiment tranché, parce qu'en fait Élisée Reclus a beaucoup voyagé, il est internationaliste, cosmopolite, mais effectivement grand voyageur. Il a fait pratiquement tous les continents avec un angle mort, l'Asie, qui s'explique pour plusieurs raisons. Donc on a essayé de couvrir un petit peu tout ça, pour montrer l'étendue de sa géographie universelle précisément. Et puis des notices comment dire, plus thématiques, hein, comme qu'est-ce qu'on pourrait dire, darwinisme, on l'a un peu évoqué. Oppression, organisation, paysage. Entraide, esclavage, évolutionnisme, mésologie, on l'a dit, migration, milieu, militant, montagne. Donc il y a un peu une alternance et je dirais comme dans la géographie de Reclus, c'est-à-dire de lieux qui peuvent être connus de tous, dont on peut avoir une idée, qu'on a pu expérimenter en les fréquentant. Et puis aussi il y a le travail sur les idées qu'on a aussi cherché à confronter à comment ça peut être perçu aujourd'hui. C'est clair qu'une notice comme corps, ça a forcément un écho dans ce qu'on peut raconter sur le corps aujourd'hui. Voilà, il y a ce travail-là qu'on a essayé de faire, qui se nourrit aussi de comment certains thèmes peuvent être perçus aujourd'hui et de l'intérêt de les resituer dans comment ils étaient perçus ou évoqués du temps de Reclus. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ah, voilà une question. Avait-il des collaborateurs autour de lui? Donc, question de ses rapports avec le monde universitaire de l'époque. Donc, question des réseaux intellectuels dans lesquels il était inscrit, parce que l'image qu'on a là pour l'instant c'est d'un homme seul. Donc voilà.
Est-ce que vous pourriez éclairer un peu cet aspect? Sur le côté politique, on a compris qu'il était dans les réseaux anarchistes libertaires, mais sur le côté intellectuel, universitaire, etc., on est à une autre époque que la nôtre, donc on a besoin un peu d'éclaircissement. Ouais, les conditions matérielles, c'est important pour comprendre la construction d'une pensée. Oui, merci de votre question, parce que ça va être l'occasion de faire une mise au point. En fait, Élisée Reclus a été redécouvert, je mets plein de guillemets, parce qu'en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, après 68, en France. Donc d'abord par les francophones. Quelques anglophones s'y étaient déjà mis, mais en gros, c'est Yves Lacoste, donc grand nom de la géopolitique, et sa thésarde, historienne à l'époque, Béatrice Gibelin, directrice de la revue de géographie et de géopolitique, Hérodote, qui a fait sa thèse sur Élisée Reclus et qui a publié des morceaux choisis. Et en fait, la théorie de Lacoste partagée par Gibelin est de dire Reclus a été oublié par l'école française de géographie, parce que Vidal de Lablache, qui sont quasi contemporains, avait occupé tout le terrain, et les Vidaliens après, et puis qu'après, il y a eu le régime de Pétain, etc., on a oublié, puis ensuite le poids du marxisme, du quantitativisme, bref, on aurait oublié Reclus, et parce que aussi il aurait été marginalisé par l'université, parce qu'il n'en faisait pas partie. Or, et notamment c'est le travail de Federico Ferretti, vous avez vu dans le film, et de nous, on met à mal cette théorie, parce qu'en réalité, alors il n'a pas été professeur patenté, mais en fait si, il a été quand même invité par l'Université libre de Bruxelles, contractualisé à l'époque. Ça ne s'est pas bien passé parce qu'il a été invité en 1892-93, juste avant la période des attentats anarchistes, Ravachol, Henry, etc., en France, et qu'au sein de l'Académie belge et de l'Université libre de Belgique, il y a eu toute une partie pour dire non, on n'invite pas ce personnage-là trop sulfureux, trop dangereux, mais ce qui a créé une grande polémique à l'intérieur de l'Académie et à l'intérieur de l'université, notamment il y a des partisans de Reclus très forts, notamment des francs-maçons, il faut le dire, mais des socialistes aussi, républicains, etc., qui ont dit non, il n'y a pas de raison, on est pour la pensée libre, il faut qu'ils viennent. Sauf que comme ça a créé une scission dans l'ULB, il s'est créé l'Université Nouvelle. Et c'est à l'Université Nouvelle que Reclus et son frère Élie et d'autres, comme De Greef, etc., des internationalistes, anciens internationalistes, en fait, ont donné des cours. Alors, il n'était pas payé directement à ce moment-là, mais on ne peut pas dire que le monde académique l'a rejeté de cette façon-là, et même peut dire que, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, en fait, la Société de géographie l'a fait membre. Et c'était déjà un républicain de gauche, et c'est y compris des géographes plutôt conservateurs qui étaient d'accord pour qu'il adhère à la Société de géographie. Donc en réalité, il était quand même dans le milieu académique. Cela dit, comme il a été exilé après la Commune, donc en Confédération helvétique, et qu'il n'est revenu qu'après l'amnistie totale, c'est-à-dire dans les années 1880 et des brouettes, 91, il était éloigné des milieux académiques français directement, mais il était en contact. Et surtout, et pour nous, ça c'est l'explication clé, et ça va répondre à la fin de votre question, puis Nicolas pourra compléter, c'est que pendant qu'il était emprisonné en Bretagne, après la Commune de Paris, il travaillait déjà avec la maison Hachette, donc, maison d'édition républicaine, ça a beaucoup changé, donc progressiste, etc. Il avait déjà publié en 1868-69 La Terre en 2 volumes, qui avait été un grand succès et de librairie et dans le milieu académique, d'accord ? Donc Hachette voulait faire affaire avec Reclus, donc Louis Hachette a envoyé son gendre, Émile Templier, dans les geôles de Bretagne pour qu'il négocie un contrat avec Élisée Reclus pour les 19 volumes de la nouvelle géographie universelle, avec une mention qui a été vue par Lacoste comme étant un bas compromis, qui, mais de notre point de vue, ne l'est pas, qu'il ne fallait pas injecter des idées politiques et religieuses directement. Mais en réalité, quand on lit, même pas entre les lignes, directement, le travail de Reclus, ce n'est pas son idée d'évangéliser politiquement, mais c'est de donner les éléments de réflexion pour se faire sa conscience et son engagement politique.
Donc de ce point de vue-là, Élisée Reclus, il n'était pas du tout gêné par les clauses d'Hachette, et Hachette le payait très bien. Hein, le payait très bien parce que la Nouvelle Géographie Universelle était éditée en petits fascicules régulièrement, était lue par le milieu ouvrier, ça contribuait aussi à la conscience prolétaire, parce que c'était pas cher, après c'était réuni en volume, etc. Et c'était un bon contrat, et tellement bon contrat que Reclus a pu en vivre avec sa famille, mais on a fait aussi profiter le mouvement anarchiste. Ça aussi, il faut le dire. Alors, oui, peut-être pour Philippe a dit l'essentiel pour compléter sur l'aspect financier. Donc c'est quelqu'un qui a toujours travaillé et vécu de son travail. Donc dans un premier temps, c'est plutôt des articles. Il collabore, il publie des articles pour la Revue des Deux Mondes. La Revue des Deux Mondes, voilà, et d'autres revues de géographie. Je ne sais pas à quel point c'est correctement payé ou pas, mais en tout cas, il reçoit des subsides de ça. Philippe l'a dit, pour la Nouvelle Géographie Universelle, il y a un budget qui est prévu et qui en fait fait vivre aussi les collaborateurs de Reclus sur ce travail-là. Nombre qui varie un peu suivant le moment, mais on parle de 5-6 personnes qui travailleraient là-dessus, hein, donc il y a quand même une somme, donc ça il vit de son travail. Et la Nouvelle Géographie Universelle ne sera pas republiée, mais en fait, en échange, enfin, il y a un accord qui va se passer entre Hachette et Reclus, qui fait qu'en échange des droits sur la Nouvelle Géographie Universelle, il va recevoir une sorte de rente qui était prévue pour X années ou jusqu'à la fin de son existence. Donc ça va contribuer à sa vie aussi. Pour compléter sur le sujet universitaire, il a eu une proposition à la fin des années 1870 de l'université de Neuchâtel à enseigner. Mais en fait, comme il était très pris par la Nouvelle Géographie Universelle et qu'il n'avait pas le temps de faire d'autres choses, il ne voulait pas se disperser, donc il a décliné cette proposition, qu'aurait pu faire de lui un universitaire. Et puis aussi dire que, en fait, quand il commence, il y a déjà d'autres géographes, mais en fait, d'un point de vue universitaire, les chaires de géographie n'existent pas, elles vont se créer à ce moment-là. Donc d'entrée de jeu, il ne pouvait pas enseigner à l'université, quoi. Ça aurait pu se faire tardivement, et c'est effectivement en Belgique un peu que ça va se faire. Et puis peut-être parler aussi du réseau de collaborateurs de Reclus. Les biographies ou les historiographies ont souvent tendance à conserver le souvenir de l'homme seul qui accomplit de grandes œuvres, et ainsi de suite. Il y a du travail collectif à tout point de vue, c'est-à-dire que par exemple éventuellement ses sœurs ou ses compagnes du moment vont potentiellement faire des traductions. Il y a des documentations, il y a un réseau d'informations qui vient de partout dans le monde. Donc autant en Amérique du Sud par exemple qu'aux États-Unis et de partout en Europe. Donc là il y a un vrai réseau de contacts dont on retrouve des traces dans la correspondance. Et de tout milieu, hein, de tout milieu, c'est-à-dire ça peut être aussi des jésuites, des gens dans les ambassades, etc. Voilà, enfin c'est très très vaste, hein, en fait. Donc voilà, en tout cas c'est pas du tout quelqu'un de seul, et même pour dire je pense qu'il n'aimait pas la solitude. C'est quelqu'un, enfin voilà, il vient d'une famille nombreuse et il a toujours travaillé de façon un peu communautaire, la proximité très forte de son frère Élie pendant de nombreuses années en illustration. Plus tard, c'est avec sa sœur Louise qui travaille beaucoup. Et puis il y a les compagnons anarchistes pour certains, comme Kropotkin avec qui il va beaucoup échanger et travailler. Léon Menchnikov qui sera le secrétaire de la Nouvelle Géographie Universelle pendant un temps, qui est géographe également, et qui va être qui lui a vécu en Asie et notamment au Japon, et donc il va fournir beaucoup d'informations sur ces pays. Donc voilà, de partout il y a vraiment un réseau d'informations, et lui, un de ses immenses talents, c'est d'être capable de faire des synthèses et d'assimiler tout ça en des temps qui sont assez colossaux, parce que la rédaction c'est lui quand même. Donc il faut bien voir que ces 19 volumes, dont le premier publié en 1875, je ne dis pas de bêtises, et le dernier en 94,
c'est à peu près 1000 pages chacun. Donc c'est un petit peu de travail, il n'y a pas Internet. Hein. Ouais. En fait, il n'est pas allé en Asie, à part Smyrne, donc il n'a pas beaucoup dépassé l'Anatolie, mais en revanche, il a toujours souhaité aller en Asie, et en fait, il a failli aller au Japon, ça ne s'est pas fait, notamment avec Metchnikov, dont Nicolas vient de parler, qui était son secrétaire, son ami et son compagnon en anarchie. D'ailleurs, c'est Metchnikov qui a récupéré le poste à Neuchâtel, hein, de géographe. Metchnikov qui a écrit les grands fleuves, j'ai oublié, les grands fleuves, la civilisation et les grands fleuves, voilà, c'est ça. Et puis un livre sur le Japon, l'Empire japonais, parce qu'il a vécu donc 2 ans au Japon au moment de la révolution Meiji, et il a vraiment, on peut dire, de la première main, Metchnikov. Donc Reclus, ça va être de la seconde main, mais par ailleurs très, très étayé. Merci beaucoup Philippe et Nicolas pour vos propos très éclairants. J'ai une question simple d'abord, peut-être un commentaire interrogatif. D'abord une question simple, c'est que en ouvrant ce livre, on dit sans un mot, et ce qu'on cherche, c'est le mot anarchie ou anarchisme. Alors pourquoi ne sont-ils pas? Vous avez certainement de très bonnes raisons, et j'aimerais bien les connaître, de ne pas avoir mis anarchie ou anarchisme. Tu réponds? Effectivement, c'était une évidence, donc c'est pas, on ne s'est pas débiné, mais d'une certaine façon, il est quand même partout. Il est dans plein de thèmes. Enfin, puisqu'il y a, il y a révolution, il y a pouvoir, communalisme. Qu'est-ce que je voyais? Non, mais je crois qu'il a entraide. T'as répondu en fait. Je pense qu'il y a plein de thèmes où c'est là, quoi. Mais et donc si on avait mis une notice anarchie, je pense que personne n'aurait réussi à faire tenir dans le nombre de signes qui étaient impartis. Mais effectivement, c'est partout aussi, quoi. Comme de même, il n'y a pas de notice géographie, hein, on pourrait dire la même. Et c'est pareil aussi, puisque ça parle de géographie en permanence. Je pense qu'il y a une partie d'inconscient qui a dû fonctionner, parce qu'on ne s'est même pas posé la question. En fait, on ne l'a pas rayé, alors qu'on en a rayé d'autres. Moi, je pense que c'était la volonté de ne pas fermer. Parce qu'il y a le risque de définir l'anarchie, et en plus par le prisme de Reclus, quelque part, pour nous en 2025, enfin un peu avant quand ça a commencé le travail, c'était le risque de fermer le truc autour d'un... C'est une doctrine, l'anarchisme avec un isme, mais il ne faut pas que ça soit un dogme. Donc, et là-dessus, même si Élisée Reclus a écrit son seul livre anarchiste, Évolution, Révolution et idéal anarchique, il ne met pas de isme. Là, il y aurait pu avoir une réflexion là-dessus, mais ouais. Alors peut-être qu'on n'a pas voulu non plus, je ne sais pas. Il y a évolution. Oui, il y a évolution aussi, ouais. Il y a République, il y a vote. Alors la notice vote est très intéressante parce qu'elle a eu lieu, elle a donné lieu à un débat interne entre le rédacteur et nous. C'est René Berthier qui est spécialiste de Bakounine, pardon, qui est un syndicaliste révolutionnaire qui était CGT du livre, il était correcteur du journal officiel pour un anarchiste. Je trouve ça assez génial. Et René Berthier n'a jamais admis la phrase de Reclus « voter, c'est abdiquer ». Parce qu'en gros, sa position qui se défend, mais à ce moment-là, on ne peut plus décider. D'ailleurs, dans les syndicats, on vote quand même. Et même dans des organisations anarchistes, ça arrive de voter. Donc là, ça ne va pas, ça complique trop les choses. Et en fait, ça a donné lieu à un échange avec nous qui a montré qu'en réalité, cette phrase « voter, c'est abdiquer » avec un texte très célèbre qui se trouve aussi dans le film de Nicolas, correspond à une conjoncture. C'est-à-dire qu'au moment de l'amnistie 1880, en France, donc il y a eu les élections davantage libres, donc il y a des listes qui sont listes de ex-communeux qui se sont mises en place, etc. Et il y en a qui ont mis en tête de liste Élisée Reclus, mais sans lui demander son avis. Et l'hypothèse, c'est que, connaissant le personnage, ça l'a vraiment énervé. Et donc, du coup, là, il a dégainé avec ce texte-là.
avec toute cette réflexion, effectivement. Alors après, c'est un débat politique, hein, c'est abdiquer quoi? Abdiquer sa souveraineté, mais quelque part, il faut aussi... Alors, les anarchistes ne parlent pas de délégation, mais ils parlent de mandatement. Le mandatement, il doit être révocable, il doit être impératif, c'est-à-dire que on mandate quelqu'une sur quelque chose de précis, pas autre chose. Je rappelle que la Constitution française interdit le mandat impératif, donc vos députés peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, c'est pas illégal. Le mandat impératif, par contre, c'est une autre paire de manches. Bon, c'est pas un hasard si c'est pas dans la Constitution, on est d'accord, hein. Donc voilà, il y a tout ce débat-là qui a tourné autour de la notice vote. Et la notice vote qui se conclut par ne votez pas, agissez. Oui. Merci. Est-ce que vous pourriez clarifier si lui-même se revendiquait anarchiste ou de la pensée anarchiste? Oui. On pourrait s'arrêter là, mais oui, très clairement, il se revendique anarchiste. À la fin de sa vie, dans une correspondance, il va même jusqu'à dire que, à ses yeux, son action d'anarchiste est plus importante que son action de géographe. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est bien dire à quel point il attachait de l'importance à cette pensée-là et à ce positionnement. Ouais. Oui, on peut même ajouter, alors j'ai peut-être pas été très clair tout à l'heure quand j'ai parlé du congrès de la Chaux-de-Fonds de la Fédération jurassienne en 1880, Élisée Reclus a participé à ce mouvement qui est parti de l'anarchie pour faire de l'anarchisme, c'est-à-dire parti d'un idéal ou d'une situation de anarchie sans État, sans gouvernement, vers une pensée qui structure cet idéal-là et qui lui donne aussi les moyens d'action. Et en fait, parce qu'il était communeux, il était partisan de Bakounine, mais c'est à un moment donné où le socialisme, dans toutes ses composantes, se forgeait. Enfin, c'est le congrès de Saint-Imier, 1872, etc. Tout n'était pas complètement figé, puisque même parmi certains ex-bakouninistes devenus socialistes, comme Paul Brousse, le fameux médecin, donc ancien partisan de Bakounine et d'une action très directe, hein, Paul Brousse, à la fin de sa vie, il est fini socialiste possibiliste. Mais il était pour la grève générale. Alors que les marxistes ne veulent surtout pas entendre parler de la grève générale. Hein. Rosa Luxembourg, elle parle de la grève de masse, ce qui n'est pas du tout la même chose. Enfin, on pourra faire éventuellement une séquence là-dessus. Mais du coup, Reclus, il participe de cette évolution de la pensée et du mouvement, et en particulier en 1876, quand est célébré l'anniversaire de la Commune de Paris en Suisse, à Lausanne. C'est là où il emploie pour la première fois le mot « anarchie », et qu'il se positionne par rapport à ça, et du coup, il y a un débat en interne, enfin je ne vais pas trop m'étendre, mais il rentre un peu en débat avec les anciens communeux, comme Gustave Lefrançais, qui reste sur des positions plus classiques de État, service public, voilà, des choses comme ça. Voilà, il y a tout. Donc, et à partir de 1880, il n'y a pas photo, c'est clairement l'anarchisme est revendiqué en tant que tel. Oui, vous nous avez parlé de son contrat donc avec Hachette. Vous nous avez parlé des articles qu'il écrivait. Et moi, il se trouve que lorsque je travaillais en Colombie, je suis tombée sur un livre, c'est comme ça que j'ai découvert Élisée Reclus, qui était le radeau de Loreno. J'aimerais savoir, parce que je ne m'étais pas posé la question, est-ce que ce livre a été édité à son époque ou est-ce que c'est après cette fameuse thèse dont vous avez parlé que ces livres ont été publiés en langue française, par exemple? Ou est-ce que ces livres étaient publiés déjà en son temps? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'inédit, sauf des petits textes et tout ça. Mais alors celui-là, je ne vois pas exactement duquel il s'agit. Mais effectivement, il a séjourné en Colombie. Et ça, c'est des textes qui ont été publiés très tôt. Souvenir d'un voyage dans la Sierra de Santa Marta, ce genre de choses, ça a été publié très tôt, à son retour, quelques années après son retour justement de Colombie, donc fin des années 50 par là. Donc ça, mais ça veut pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est redécouvert. Parce que tout ça, effectivement, a été oublié. Ce qu'on a gardé, c'est Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne, d'une rivière. Donc ça, c'est ce qui est resté, parce que c'est les plus faciles. Et puis les grands piliers, la Terre, Nouvelle géographie universelle, l'homme et la Terre. Et puis les brochures anarchistes. Ça, c'est ce qui est resté de plus visible. Mais il y a énormément de récits divers. Et puis il y a des choses aussi qui peuvent ressortir de sa correspondance. Il y a beaucoup de choses aussi de ce point de vue-là.
Donc dans les publications originales, avec quels éditeurs il travaillait à son époque en langue française? Hachette. Avant Hachette, il n'y avait pas. Bah, après, c'était les revues, comme la revue des Deux Mondes, la revue philosophique et littéraire, c'était des revues comme ça. Mais par exemple, le radeau de l'Orénoque que j'ai lu, ça vous dirait Maintenant, ça me dit strictement rien. Et il y avait une notice Colombie, parce que nous, on a un ami géographe anarchiste colombien, mais ça fait partie des notices qui n'ont pas pu se faire finalement. Donc pas de réponse, mais du coup, je note l'Orénoque, qui n'est pas complètement à la Colombie d'ailleurs aussi. Hein. Bon. Mais l'Orénoque, ça fait plus penser à Jules Verne. Non, parce qu'il y a un titre de Jules Verne qui s'appelle Orénoque. Superbe Orénoque, bravo. Et on sait, c'est établi que Jules Verne s'inspirait de Reclus. Quand il démarrait un truc, il ouvrait la Nouvelle Géographie universelle, il regardait un peu ce qu'il y avait dedans. Et un certain nombre de ces personnages se sont inspirés de Reclus. Et je crois qu'il y a un ou deux bouquins où il y a quelqu'un qui s'appelle Reclus dans le bouquin. Il y a un personnage géographe qui s'appelle Reclus dans un des bouquins de Jules Verne. Mais alors, c'est pas. Le radeau de l'Orénoque. On va pister. On va pister. Et puis aussi un autre souci, c'est qu'en fait, Élisée Reclus avait laissé énormément d'archives qu'il avait confiées à sa sœur Louise notamment, et à son neveu Paul. Et en fait, ces archives ont été envoyées au Japon à un archiviste japonais qui s'appelle Ishikawa Sanshiro, qui était en contact avec la famille Reclus en Dordogne. Bon, pour la petite histoire, il y a un descendant japonais de ce côté-là qui est rentré en contact avec nous et avec les gens de Sainte-Foy pour dire voilà, je piste. Enfin, c'est typiquement japonais cette histoire-là, mais pour savoir ce qui reste quelque chose. Mais du coup, il était en contact avec Ishikawa Sanshiro et ils ont envoyé pratiquement toutes les archives de la bibliothèque qu'avait Reclus à l'Université nouvelle de Bruxelles. C'est arrivé sur les quais de Yokohama en 1923, en septembre. Et le 1er septembre 1923, c'est le grand séisme du Kanto. Tout a brûlé. Hein. Donc il y a des gros manques, en fait. Donc il y a beaucoup de reconstitutions. Ça, c'est des travaux d'historiographes, d'historiens. Et sinon aussi, l'histoire d'un ruisseau et l'histoire d'une montagne ont été éditées chez Hetzel. Oui. Donc, qui est l'éditeur de Jules Verne. Vous pourriez me lire un article ou c'est trop long? C'est un peu long. Hein. Un petit peu long. C'est 3 pages, 5 pages. Ouais. Il y en a qui sont plus bavards que d'autres, on ne dira pas qui. Il y a une question là-bas. Flora Tristan. Avec Flora Tristan, je ne pense pas, on ne pense pas. Je ne sais pas si c'est la même période, mais je sais qu'elle a participé à des réunions un peu partout avec les Saint-Simoniens. Donc c'est très très bien, intéressant. Donc je me demandais, puisque vous avez mentionné les Saint-Simoniens. Alors c'est un peu la... un truc, je ne sais pas comment il s'appelle, Urbain ou quelque chose. Urbain Goyer. Oui. Tout à l'heure, Nicolas a évoqué la piste de recherche Reclus Spinoza. On peut en dire autant de Reclus Saint-Simon. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé avec un compagnon qui n'est pas tout à fait sur nos positions, mais c'est pas grave, c'est très bien, qui est un peu sur un courant anti-techno ou critique de la technologie. On lui a dit, tiens, tu vas nous faire cette notice-là, s'il te plaît, sur Reclus et Saint-Simon, parce que, en réalité, les frères, et surtout Élie, l'aîné, ont hérité du courant saint-simonien, c'est-à-dire que, pas d'État, mais le gouvernement des hommes sera remplacé par le gouvernement des choses. Et quelque part, dans l'éthos anarchiste, c'est quelque chose qui parle. Sauf que le gouvernement des choses, si c'est le gouvernement des savants, ce gouvernement que critique à boulet rouge Bakounine, y compris quand il parle de bureaucratie rouge, il met à la fois les partisans d'Auguste Comte et les partisans de Marx. Quand il attaque le gouvernement des savants, Bakounine, en fait, les frères Reclus, mais surtout Élysée, vont, on pense, évoluer par rapport à ce courant très aménagiste, très industrialiste. En fait, c'est les entrepreneurs qui vont mener la société. De plus en plus, il va avoir davantage une position de classe, d'une certaine façon, où en gros, c'est le peuple et le peuple insurgé qui va faire avancer la société, et pas les industriels, et pas les technos. Ça apparaît assez clair dans l'évolution de la pensée d'Élisée Reclus. Et il y a quand même un décalage chronologique aussi, puisque Saint-Simon meurt en 1825, Élysée est né en 1830.
Donc effectivement, il n'y a pas de contact. Donc ils vont être en contact et avec son frère Élie, avec les banquiers Pereire, avec des gens comme ça. Mais assez vite, disons, les belles idées du saint-simonisme vont se transformer en de la grosse finance et des grands travaux, quoi. Donc ça s'éloigne assez vite d'un certain idéal. Et je pense que c'est plus au sens d'influence, c'est-à-dire de débats d'idées qu'ont pu traverser la société et les personnes qu'ils ont pu côtoyer à ce moment-là. Dans ces influences, on cite Saint-Simon, mais on cite aussi Fourier, Spinoza aussi. Voilà, il y a aussi des bains il y a des auteurs auxquels on s'intéresse à une époque. Après, nous, on n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils en ont retiré. Mais je pense que le saint-simonisme infuse quelque chose dans la société qui est plutôt de l'ordre du progrès. Donc voilà, dans ce sens-là, je pense qu'il y a des choses qui ont pu intéresser les socialistes de l'époque, disons. Mais voilà, je ne pense pas que ça soit beaucoup plus que ça. Mais après, c'est effectivement des travaux à défricher, quoi. Oui, justement, sur cette idée de progrès, il y a une notice à ce sujet-là qui est aussi intéressante, qui a été réalisée par l'un des membres du Quatuor, c'est Pauline Couteau, qui est philosophe, politiste. Parce que l'une des idées intéressantes et à mon avis très actuelle d'Élisée Reclus par rapport au monde, à la marche du monde, donc pas philosophie de l'histoire comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment marche du monde, évolution d'une certaine façon, c'est de postuler qu'il y a des progrès et des regrets. Donc, et cette idée de regret, elle est très intéressante puisqu'il en parle aussi dans son livre Évolution, Révolution et idéal anarchique pour dire que la révolution aussi peut être un regret. C'est-à-dire que pour un révolutionnaire comme Élisée Reclus, affirmer ça dans les années 1880, sans même connaître le sort de la révolution bolchevique ou d'autres révolutions, c'est quand même assez fort dans la réflexion intellectuelle et politique. C'est-à-dire que, oui, il y a des mouvements de balancier, il y a des avancées, mais dans l'avancée elle-même, ou la supposée avancée, il peut aussi avoir des éléments de regret. Bon, c'est un peu la philosophie de Vico, enfin, c'est des choses quand même qu'il a explorées. Et pour l'anecdote, j'ai été contacté par une maison d'édition dont je tairai le nom, qui m'a dit « Monsieur Pelletier, on voit que vous écrivez beaucoup sur Élisée Reclus, sous-entendu ça marche, sous-entendu c'est vendeur, vous allez nous écrire quelque chose s'il vous plaît, qu'est-ce que vous nous proposez ?» Et moi je propose pratiquement l'un des derniers écrits d'Élisée Reclus, le dernier chapitre de L'Homme et la Terre, 6 tomes, 5 volumes, 1905, donc avant sa mort, enfin l'année de sa mort, dernier chapitre intitulé « Le progrès », où il parle aussi du regret. Mais cette idée, bon, c'est une maison d'édition assez proche de certains courants naturalistes, on va dire ça comme ça. Non, finalement, non, merci, quoi. Voilà. C'est-à-dire que, c'est le débat qu'on peut avoir sur le progrès. Hein. Qu'est-ce que le progrès ? Mais il y a maintenant, c'est un fourre-tout, et l'antiprogressisme est aussi un fourre-tout. Dangereux, de mon point de vue, de conviction politique, militante. Hein. Donc du coup, moi, je voyais un peu une possibilité de faire un peu réfléchir les choses, parce que dans nos sociétés, il y a des progrès, mais il y a aussi des regrets. Le progrès n'est pas forcément là où on le pense. Et, bon, il y a même le slogan de la SNCF qui est remarquable. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Donc, il faut réfléchir. Mon train était à l'heure, hein, je précise. Oui, il est super ce dernier chapitre. Franchement. Mais on l'éditera. Vous avez évoqué deux ou trois reprises Spinoza. Wow. Vous pouvez en dire plus sur l'influence de Spinoza sur la pensée d'Élisée Reclus? Merci. Éventuellement d'autres philosophes, parce que on sait qu'à cette époque et encore aujourd'hui, les grands penseurs dans les sciences sociales diverses et variées ont une formation philosophique très très solide. Je suis un peu à l'origine de la notice qu'on a rédigée avec Pauline, qui elle est philosophe, ce qui m'a bien aidé, parce que je ne suis pas philosophe. En fait, la manière dont ça a émergé, de façon un peu intuitive, c'est que par deux fois, une première fois, on était avec Philippe, où il y avait une projection du film, puis il y a une jeune femme, une étudiante, qui vient nous voir et qui nous parle de quelqu'un qui s'appelle Jules Gustave Pratt,
donc est un contemporain de Reclus et qui a été un des grands traducteurs de Spinoza à cette époque-là. Et il se trouve qu'elle nous dit, Prat connaissait Reclus, les Reclus, et en fait ils habitaient dans le même quartier au Batignolles, donc pas très loin de la place Clichy, disons à Paris, et ils se côtoyaient fréquemment et tout ça. Et puis ils essayent de mettre 2-3 choses en place au moment de la Commune de Paris, donc voilà. Et donc cette jeune femme nous parle de ça en disant « Est-ce que vous en connaissez plus ?» On ne savait pas grand-chose. Et puis à l'occasion d'une édition des Reclusiennes, donc une manifestation qui se passe tous les ans à Sainte-Foy-la-Grande et à laquelle on participe, il y a une autre personne qui nous fait plus ou moins la même réflexion. Donc il y a un moment, si on se dit si ça arrive 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Et donc on a un peu cherché là-dedans, il s'est dit que ça serait intéressant de travailler plus. Le nom de Spinoza intervient 2-3 fois dans les écrits de Reclus, notamment il y a une lettre un peu de jeunesse qui est signée par les 2 frères, un quotidien allemand, je crois, où il se déclare spinoziste. Voilà. Et puis il en parle aussi quand il est enfermé pendant la période d'incarcération pendant la Commune, où il dit, il parle des conditions d'incarcération qui étaient assez terribles, et il dit moi je m'en suis sorti parce que j'étais en compagnie des écrits de Spinoza. Voilà. Donc il y a une proximité comme ça, et effectivement ils ont côtoyé, pas avec Spinoza, mais avec un certain nombre de gens comme ce Jules Gustave Prat. Ils se sont côtoyés assez longtemps, plus ou moins sur des bases socialistes révolutionnaires, ils étaient assez proches là-dessus. Après, dire d'un point de vue philosophique, je pense que chez Spinoza, il y a une philosophie de l'éthique, de la liberté, enfin, il y a un certain nombre de thèmes comme ça qui peuvent assez facilement trouver à s'illustrer chez Reclus. Après, en trouver les références ou les sources précises, pas vraiment, mais c'est dans ce sens-là où on se dit que ça peut être une notice qui peut donner envie de développer. Bernard Potra, qui est le grand spécialiste actuel de Spinoza, normalement prévoit je ne sais plus si ça a été fait ou pas, mais de publier une correspondance de Jules Gustave Prat, dans laquelle il y a certaines lettres de Reclus et d'autres personnages comme André Léo, Léodile Chansex, qui faisait partie du même groupe. Donc voilà, il y a des choses assez potentiellement fructueuses, mais qui doivent être défrichées avec beaucoup de soin. Oui, sur le même registre, on peut souligner le fait que les frères Reclus, Élie comme Élisée, avaient une grande culture livresque. Alors jusqu'où c'est difficile de reconstituer. Sur certains auteurs politiques, c'est facile à cerner, sur d'autres beaucoup moins, notamment les philosophes, et notamment tout ce qu'ils ont pu voir pendant leur enfance et leur adolescence. Donc je le répète, cette éducation protestante très stricte, avec le collège des protestants à Montauban, le collège des frères Moraves à Neuville, etc. En plus, polyglotte, il est polyglotte, Élisée. Donc il a lu beaucoup, donc il sait jusqu'où c'est difficile de le restituer. Mais je pense que c'est important de dire qu'il savait de quoi il parlait, ce qui permet aussi une autre mise au point, c'est-à-dire que dans une émission de France Culture que vous pouvez retrouver assez facilement cet été, il y a eu 5 émissions, Avoir raison avec. Lors d'une des émissions, un coup de pied de l'âne a été distribué qui a accusé Élisée Reclus d'antisémitisme. Alors ça, c'est la formule politique très commode en ce moment, n'est-ce pas? Qui permet aussi pas mal de noyer le débat et qui renvoie à d'autres écrits, notamment d'une journaliste qui a pillé littéralement la correspondance d'Élisée pour faire une biographie, enfin un biopic un peu suspect, puisque c'est comment on appelle ça, de l'histoire fiction, enfin reconstitution de dialogue, qui n'existe pas. Donc pourquoi pas? C'est de la reconstitution, sauf qu'elle a mis son fiel pour dire que Élisée Reclus était antisémite, ce qui a attiré le courroux
donc de Philippe Malburet, pardon, qui était évoqué par Nicolas tout à l'heure, qui dit mais je ne comprends pas, en lisant Élisée, en connaissant sa philosophie, son éthique, etc., c'est incompatible, plus l'anarchisme, vous pouvez m'expliquer? Et l'écrivaine répond oui, j'ai des documents que j'ai trouvés inédits à Bruxelles. Malburet, oui, ok, merci, est-ce que vous pouvez nous les montrer ou dire où ils sont? Et l'autre de répondre non, pas question, de quoi vous vous mêlez? Donc en fait, on est d'accord, c'est de la calomnie pure et simple, donc répétée sur France Culture, pardon. Donc on est parti en défense, donc on vient juste de sortir ce petit livre qui s'appelle donc Élisée Reclus, un géographe anarchiste contre l'antisémitisme, écrit à 4 mains, qui tente une mise au point et surtout qui précise, parce que cette écrivaine dit il ne connaissait rien aux Juifs, ce qui est absolument scandaleux, puisqu'il avait déjà eu des rudiments d'hébreu, il le dit dans sa correspondance, et que les protestants, ils connaissent très très bien l'Ancien Testament, faut pas rigoler, et que l'Ancien Testament, la Torah, c'est des morceaux de l'Ancien Testament, quoi. Donc en fait, quand il parle du judaïsme, Élisée Reclus, qui parle de la question de la Palestine, etc., il sait de quoi il parle. Donc le traité d'ignorant d'une part et d'antisémite d'autre part, c'est un peu fort de café, quoi. C'est pour ça que je suis un peu énervé, mais vu la situation qu'il y a à Gaza, quand même, il ne faut pas exagérer, quoi. Mais pour dire en fait, qu'il y a aussi des continuités, alors on voit dans le collectif, puisque c'est des travaux qu'on fait à plusieurs mains. Alors par exemple, on pourrait dire effectivement que là-dedans, il n'y a pas la notice, je ne sais pas si ça aurait pu être juif ou sémitisme ou des choses comme ça, elle n'y est pas. Mais il y a des notices racialisme, et race, oui. Ouais. Voilà. Et ces 2 notices ont été mises à contribution pour travailler là-dessus. Puisque ce qui est un des intérêts de ce travail, ça a été d'une part de retrouver les occurrences des moments où Reclus peut parler du peuple juif d'une manière générale au cours de l'histoire, et puis aussi de retrouver, de reprendre aussi quels étaient le sens des mots au moment où lui éventuellement les emploie, et qui ne sont, c'est évidemment pas tout à fait la même manière dont on peut percevoir dire nègre aujourd'hui ou dire juif aujourd'hui, c'est pas pareil que quand on le disait il y a 100 ou 150 ans, quoi. Donc c'est un des travaux qui a été fait là-dedans et qui s'appuie aussi un peu sur l'abécédaire, qui est une source assez passionnante, en tout cas, de documentation. Oui, c'était l'occasion d'une réflexion par rapport au titre, est-ce qu'on devait mettre antisémite ou pas, contre l'antisémitisme? Parce que, en fait, Reclus utilise peu ce terme. Il parle plutôt des Juifs ou des Israélites, il parle du judaïsme et pas du sémitisme. Pourquoi? Parce qu'à la base, le concept de sémitisme, c'est un concept racialiste, qui est ensuite... alors, les Arabes sont des sémites dans cette catégorie-là. Donc, c'est devenu autre chose, on est d'accord, mais ça a permis aussi de faire quelques mises au point, mais fondamentales, parce que mine de rien, on utilise ce terme-là qui véhicule une connotation raciste, racialiste, qui n'a pas lieu d'être, quoi. C'est assez terrible, quoi. Enfin, bref. Quelle aurait pu être son opinion sur la laïcité? C'est peut-être quelque chose qui est évoqué plus tard. Non, il n'y a pas photo. Alors effectivement, il décède au moment juste avant la loi de 1905. En tout cas, son positionnement, qui est un positionnement d'anarchiste, est très clair sur l'État et la religion. On peut ajouter l'armée, puisque pour lui, la religion et l'armée sont les deux, je ne sais pas comment dire, les 2 piliers de l'État. Et à mon sens, le mouvement anarchiste, à cette période-là, se constitue sur une critique de l'État et de l'État-nation tel qu'il va se constituer vraiment à cette époque-là. Dans les siècles qui précèdent, on est dans quelque chose de plus souple en termes de gestion des territoires ou d'autorité sur les territoires. Ça ne veut pas dire que c'est tranquille, mais en tout cas, l'État-nation, avec son contrôle de plus en plus restreint, la fermeture des frontières se fait à ce moment-là, et la critique des anarchistes va beaucoup se faire autour de ça. La religion, qui pour eux, et c'est quand même vraiment le cas à l'époque, un des piliers, un des soutiens de l'autorité, ou des manières de justifier l'autorité,
est évidemment critiqué dans cette approche-là, qui n'empêche pas la liberté de croire ou de penser, puisque ça, le respect de la décision et des choix de l'individu sont entiers, hein. Mais cette séparation est très claire. Le regard sur la laïcité, je ne sais pas quel aurait été le sien. Moi, j'ai un sentiment par rapport à une espèce de regard historique sur comment la laïcité se met en place dans le courant de la Troisième République. Il me semble que la Troisième République se rend compte d'une chose, c'est que la République ne pourra pas exister si elle laisse à la religion catholique en France à ce moment-là l'emprise qu'elle a à ce moment-là. Ça, le constat, il est clair dans l'éducation. Et si les lois, Jules Ferry et tout ça, on se dit l'école pour tous, c'est bien, mais il s'agit avant tout d'enlever l'école des mains des curés. Et on ne peut pas faire des républicains si on laisse les gamins aller à l'école avec les curés. Pour moi, ça c'est très clair. Et après, alors la laïcité, ça va faire un peu partie de ça, mais moi je me demande jusqu'à quel point c'est pas la religion de l'État. Ça, c'est une autre réflexion qui est plus sur du visuel, mais toutes les mairies d'arrondissement à Paris, et je pense qu'il y en a plein, sont décorées de grandes fresques éloquentes qui reprennent en fait quasiment au trait près ce qu'on pouvait voir dans les églises. Tous les cathédrales de la Troisième République, c'est les gares, c'est les mairies, et dans lesquelles il y a des fresques, une ode au travail, à la patrie, à tout un tas de choses comme ça. Mais le langage, il est presque transposé de ce qui pouvait être celui de la religion dans les églises avec les vitraux et les grandes heures de un tel et un tel. Donc voilà, je ne vais sûrement pas dire ce que Élisée Reclus aurait pu dire de la laïcité, mais je pense qu'il y a aussi une sorte d'instrumentalisation de la République autour de ça. Oui, enfin, là on risque l'anachronisme, d'accord, puisque c'est 1905, Élisée Reclus vient de décéder, comme l'a dit Nicolas. Donc si on essaie de se replacer dans l'époque, et c'est bien ça dont il s'agit, c'est la construction du socialisme et de l'anarchisme en parallèle et puis après en bifurcation, moi je dirais deux choses. Déjà, Élisée Reclus est devenu très proche de Bakounine par amitié, alors que c'est deux personnages de caractère complètement opposés, hein, d'accord. Le fantasque héroïque Bakounine avec Élisée Reclus plus sage mais en même temps rebelle quelque part. Bakounine a une position très intéressante, il me semble, et toujours actuelle sur la religion. Lui, il est antithéologue, il est anti-théocratie. C'est-à-dire qu'il est athée, il le dit. Mais contrairement à Marx et au marxisme, il ne met pas l'athéisme au devant, il met l'antithéocratie. C'est-à-dire le pouvoir des religieux. Ce qu'il vise, c'est le pouvoir, ce n'est pas la croyance en fait, puisque en anarchiste, et Élisée Reclus est sur la même position, la croyance individuelle, c'est l'individu, croire ou pas croire. Après, c'est ce qui vient par en haut ou par côté, ce qui vient nous dominer ou nous opprimer. Bon, tout ce débat philosophique que vous avez probablement, mais voilà. Donc, et Reclus va avoir des propos très très durs contre les prêtres, les ayatollahs, enfin, dans tous les pays qu'il décrit, il y a toujours un coup de pied pour viser ces acteurs-là, et non pas les croyances. Puisque quand il parle du soufisme, par exemple, il salue le côté un peu poétique. Enfin bon, il a ce côté-là aussi chez Reclus. Il n'a pas été bercé par le protestantisme pour rien, mais donc c'est un peu compliqué. Mais il apprécie notamment, en particulier, les croyants qui vont jusqu'au bout de leurs convictions, y compris celles qui pourraient s'affronter à l'État. Quand il parle des Ménonites, par exemple, ou les Amish, de façon favorable, voilà, etc. Il y a ce côté-là, première chose. Et seconde chose, ça c'est quelque chose d'important, je pense, qui n'est pas trop connu, c'est la participation des anciens partisans ou épigones de Bakounine à la constitution d'une forme de laïcité, ou en tous les cas de républicanisme. Sous-entendu laïque, comme l'a dit Nicolas, puisque en fait, chez Reclus, chez d'autres, la République est opposée à l'Église. Ça ne peut pas être la même chose. Hein. Et Reclus, très régulièrement, utilise le terme de République. Alors maintenant, il est mis à toutes les sauces, on est d'accord. Hein. Tout le monde, il est républicain, tout le monde, il est écolo de notre jour, donc c'est la grande confusion. Mais à son époque, républicanisme, c'est contre l'Église, contre la monarchie. Donc Troisième République, etc., etc. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête pour éviter l'anachronisme.
Mais cette idée de république, c'est les choses en commun, enfin, c'est le bien commun, tous ces éléments-là. Et l'un des grands animateurs de la Fédération jurassienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est James Guillaume. James Guillaume, il a un drame personnel, il est aussi un peu fatigué de la Fédération jurassienne, de la bataille contre les marxistes, etc. Il se réfugie en France, il est très discret, mais il est recruté par un dénommé Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, qui par ailleurs était, dans sa jeunesse, folle jeunesse, aussi sympathisant de Bakounine. Bon, Ferdinand Buisson, c'est quand même l'un des piliers de l'enseignement laïque républicain en France. Et le fameux dictionnaire, etc. Et James Guillaume va être la cheville ouvrière, il y a un bouquin là-dessus, hein. Il y en a même plusieurs, la cheville ouvrière de ce dictionnaire, de Buisson. Donc voilà, il y a une résurgence à laquelle on ne s'attendait peut-être pas forcément, ou en tous les cas qu'on a oublié. Et James Guillaume fait totalement partie de ce courant-là, et quelque part Ferdinand Buisson qui a protégé Guillaume, qui a aussi protégé les anarchistes, les anciens communeux, etc. Et puis, pour terminer un petit peu cette boucle historique, James Guillaume, à la fin de sa vie, en fait, a vu dans la CGT, à l'époque syndicaliste révolutionnaire, et notamment animé par les anarchistes jusqu'à la charte d'Amiens, etc., James Guillaume a vu dans la CGT la confirmation, en fait, du projet anarchiste, à l'époque. Oui ? Et en particulier, tout à l'heure, vous avez parlé de l'ici et maintenant, en le mettant plutôt du côté de l'anarchisme. Est-ce que ça existe aussi en géographie ? Alors, la géographie, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est le où, hein, donc la science du où, mais c'est aussi la philosophie du où. Quelque part. Bon, après, je suis désolé, je vais parler un peu de mon parcours personnel, c'est que je prends de plus en plus mes distances vis-à-vis de la science, enfin, en tous les cas, de ce qui se revendique de la science. Ce qui peut amener à des formes de technocratie, et même en géographie, de tout ce qui relève de la géo-ingénierie, puisque pour sauver le climat, il faudrait ensemencer le Gulf Stream avec de la limaille de fer, il faudrait mettre des panneaux solaires au sommet de l'Himalaya, il faudrait envoyer des satellites, enfin, une espèce de délire de géo-ingénierie, dont quelqu'un comme Elon Musk se frotte totalement les mains, on est d'accord, hein, et que Trump peut dire n'importe quoi, dire ce qu'il veut sur le climat, ça n'empêche pas que la personne qui fait le job, c'est Musk, c'est la géo-ingénierie. C'est ça. Donc moi, j'ai un peu évolué sur cette question-là, même si je pense qu'effectivement, au sens strict, la science, c'est le doute, la critique, c'est l'école de Francfort, etc. Et la géographie là-dedans. La géographie là-dedans, elle, justement, c'est là où il y a le côté plus philosophique et éthique, c'est qu'à partir du moment où elle sort de l'histoire et qu'elle est toujours dans le contemporain, quand on voyage, alors je dis toujours, on est tous géographes, parce qu'on marche tous, on se déplace tous. Alors maintenant, ceux qui n'ont pas de GPS, ils sont foutus. Bon, il y a des gags, là les géographes s'amusent entre eux pour échanger les anecdotes, parce que des fois le GPS déraille. Et il y a une année, il y a des cohortes de camping-cars néerlandais qui déboulaient dans la banlieue de Toulouse, dans une impasse d'une ferme, etc., parce qu'effectivement le GPS avait donné la mauvaise indication, et que, enfin bon, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont marrants, mais problématiques quand même. Donc on est tous dans l'espace, on marche tous, on connaît des lieux plus ou moins bien, et donc on est toujours dans ce présence en permanence, j'allais dire, et en contact avec les autres, et avec les autres peuples. Et c'est là où la géographie est très proche de l'anthropologie, et c'est vrai, et y compris de nos jours. Charles en est, je pense, un exemple, ou James C. Scott, David Graeber, etc. C'est pour ça qu'il y a ce côté chez les anthropologues de connaissance du monde, de connaissance des autres peuples, l'altérité, mais aussi un renvoi à soi-même, le miroir, des choses comme ça, plus la question des sociétés dites primitives, est-ce qu'elles étaient vraiment sans État ou contre l'État, etc. Enfin, tout ce débat-là, la géographie est là-dedans, parce que c'est des espaces. Donc on a des peuples, alors, et des civilisations, qui est un mot aussi piégeant. Hein, non, il n'y a pas de... Culture. Voilà, cette diversité. Après, c'est la question de l'universalité. Et donc, moi, je pense que la géographie, par cette pratique du terrain et de la pédagogie,
Alors moi, je bassine ma fille aînée qui est instite, en disant, bon, tu les emmènes sur le terrain, tes gamins. Papa, tu n'y penses pas, il faut les autorisations de bidule, machin, l'assurance. Moi, j'ai fait ça aussi à la fac. J'ai fait ça 2 ans. J'ai un cours, désolé, je parle un peu de mon travail, mais c'est vraiment 2 années où je me suis régalé. Il y avait une promo, ils n'étaient pas flambants quand même, hein, ils étaient un peu mou. Et puis surtout, d'habitude, les filles qui sont toujours un peu motrices, là, elles n'étaient pas motrices. Donc j'ai cherché un truc j'avais un cours, je me suis dit, bon, ben, on va changer carrément, on va faire ça. Je dis en début d'année, ben voilà, on va aller sur le terrain, vous allez faire une enquête de terrain sur n'importe quel sujet dans la région lyonnaise. Je me souviens, il y a un sujet sur les aqueducs romains, mais en même temps, c'est la question de l'approvisionnement de l'eau, donc c'est de la géographie. Un truc sur le parc de Miribel-Jonage, un autre sur la cité Berlier. Enfin voilà, là, tout de suite, il y avait plein de propositions. Donc j'ai dit, on est d'accord, on valide, on travaille ensemble et vous partez sur le terrain, vous menez votre travail, vous contactez les personnes de vous-même, vous débrouillez, vous nous donnez rendez-vous tel jour, telle heure, on y va. Donc la promo y allait. Ça marchait super bien. Et y compris ceux qui tournaient autour de 8 et 10 de moyenne, parce qu'il fallait donner des notes, étaient vraiment très très bons. C'est vraiment régalé. Donc première année, ça marche super bien, je renouvelle, 2e année, puis à la fin de la 2e année, dans les couloirs, l'administration, au fait Philippe, on a entendu dire que tu emmenais les étudiants sur le terrain, mais comment exactement? Est-ce que tu as demandé l'autorisation et les assurances, et ceci et cela? Oula, moi j'ai arrêté, hein. Bon, là, j'avais une relative marge de manœuvre parce qu'ils sont adultes. Donc, au pire, c'était les assurances, les mutuelles qui pouvaient jouer. Mais quand j'ai eu ce regard-là, j'ai dit, bon, c'est bon, y compris la part de collègues, quoi. Faut arrêter 5 minutes. Donc, alors, j'imagine que c'est pire pour le collège, lycée, etc., le primaire. Mais l'idéal, ça serait ça. C'est l'histoire d'un ruisseau, mais sur le ruisseau, quoi, en bas de l'école, quoi. Ou le bois qui est à côté. Parce que là, on travaille sur le concret et pas sur l'ours polaire qui dérive sur la banquise qu'on verra jamais. Ou le panda. Qui est incapable de se reproduire. Non, j'arrête. Si, moi. Il lui faut du bambou spécial en plus. Bon. Non, j'ai rien contre le panda. Hein. Oui. Je voulais savoir, c'est vous qui avez fait le film? Non, c'est Nicolas. C'est moi. Ah ben, Moi, je suis. Vraiment, les images sont d'une beauté. C'est vraiment très très beau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. C'est la Bléone qu'on voit. Hein. Ouais. C'était tourné où? Il y a plusieurs lieux, mais il y a pas mal dans les paysages extérieurs, c'est pas mal dans les Alpes de Haute-Provence et vallée de la Bléone, plus ou moins en hauteur, ouais, par là. Il y avait le Rhin et il y avait Saint-Étienne. Il y a le Rhin et Saint-Étienne, effectivement. Ouais. L'image de la goutte au bout de la glace. C'est une année, il faisait très froid. Et donc ça, c'est la Bléone, si vous connaissez par là-bas, c'est vers la Javie. Donc c'est en remontant le cours de la Bléone dans les petits villages un peu au-dessus, quoi. Comment? Dans les Alpes. Dans les Alpes de Haute-Provence, oui. Ou les Basses Alpes. Suivant à quel moment on a appris les départements. Vas-y, bah. Ah, il y a un monsieur là. Est-ce que dans votre livre, il y a un chapitre sur les Arméniens, votre lieu et les Arméniens? Alors, oui, c'est un sujet qui est incontournable. Hein. Et ça, comme Spinoza, comme Saint-Simon, c'est des choses à creuser. Moi, j'y ai commencé, mais en fait, c'est la boîte de Pandore. Parce que, en fait, Élisée Reclus était membre de... J'ai oublié l'association... Hein? Il était membre de l'association de défense des Arméniens à Paris, il a participé à des activités, il a été traduit en arménien, plus Tcherkessov qui est... Non, ça, il est géorgien, Tcherkessov. Bon, il a des épigones aussi arméniens, donc c'est un vrai sujet. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'un des premiers à cartographier les pogroms contre les Arméniens, avant ceux de 1916-17, donc les premiers, dans L'Homme et la Terre.
Parce que on en parle un peu dans ce livre, justement, les peuples opprimés. Il y a dans l'œuvre d'Élisée Reclus, il y a plusieurs passages sur les peuples opprimés ou supprimés, tous les génocides. Tu veux dire donc de la même manière qu'il cartographie les pogroms des Arméniens, il cartographie les pogroms des populations juives, donc en gros dans ce qu'était la Russie à une certaine époque, à partir de 1880 et quelques. Et donc il cartographie ça aussi dès cette période-là. Et donc ça, c'est dans L'Homme et la Terre également. Ce qui, d'un point de vue sciences géographiques, est remarquable, c'est parmi les premières cartes thématiques. Avant, c'était purement des cartes topographiques. Là, c'est les premières cartes thématiques. Donc, c'est une innovation. Sur des sujets sensibles en plus. Et on parlait du réseau, des informateurs et ainsi de suite, mais c'est-à-dire que très tôt, donc en fait il y a la première grande vague de pogroms qui a lieu en Russie, je crois que c'est 1881-82, et donc il y a une grosse vague d'émigration à la suite de ça, donc il y a à peu près 2 millions de personnes qui fuient cette région, et donc qui vont plus vers l'Europe de l'Ouest. Et Reclus se retrouve en contact avec un certain nombre de personnes d'origine russe, dont certains sont juifs, et donc par lesquels il va être au courant de tout ça en fait. Donc c'est vrai que c'est là aussi où le côté militant est important, parce que et l'exil fait rencontrer une diversité de personnes d'origine très diverses et qui informent sur des réalités, quoi. Et parmi ces personnes dont j'oublie le nom, mais c'est évoqué dans le livre, certains évoquent l'idée d'un État, il y a une espèce de proto-sionisme, de l'idée d'un État pour les Juifs, pour que ce à quoi ils sont soumis en Russie à ce moment-là ne puissent pas continuer, enfin voilà, de trouver un lieu sûr. Ja, ik kan wel. Ouais, c'est difficile de. Il faudrait que je lance un poème, et là j'en ai pas là. Si, il y a le dernier. On peut vous lire un. Ah oui, tiens, on va vous lire une notice qui se rapporte en partie à l'esthétique et avec un soupçon de politique. Vas-y, Charles. Oh, tout à l'heure, vous me laissez un petit commentaire interrogatif. L'anthropologie, tu en parles très bien dans justement le mot anthropologie de ce volume, se distingue difficilement de cette géographie humaine qu'avait imaginé et construit Élisée, et dont tu es un descendant, Philippe, spirituel et scientifique. Donc il y a une filiation de grands géographes, Menchikov, Kropotkin, Reclus, jusqu'à maintenant dans les études de géographie. Et j'ai déjà parlé de ça dans des exposés, des articles, mais je reste tout de même dubitatif, je ne comprends pas. L'anthropologie naît plus ou moins dans ces années-là, 1870, apparition du livre de Morgan, qu'utilise Marx, etc., et Engels. Et ce qu'il y a de fantastique, d'inexpliqué vraiment pour moi, même si je trouve des explications, c'est le fait que des ethnologues, anthropologues, étaient sur le terrain et vu des populations absolument anarchiques. Un de ces ethnologues, Berkat Smith, avait été chez les Esquimaux et s'était écrié, il avait écrit, mais on trouve chez ces misérables populations du Grand Nord la société telle que l'avait imaginée Kropotkin. Ici, Kropotkin. Donc, mais il n'était pas le seul. Alors, il y a eu beaucoup d'ethnologues qui ont été dans des communautés, sociétés sans État et même parfaitement égalitaires, sans chef, etc. Et il n'y a pas eu, traditionnellement, au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle,
de pensée anarchique chez les anthropologues. Il y a eu un énergumène qui s'appelait Castres, qui a tout à coup dit bon, pas du tout, il faut penser à l'anarchie, c'est très important, la société contre l'État. Mais il était absolument seul. Dans le milieu universitaire où j'étais, je l'ai entendu parler d'ailleurs, il était ridiculisé par les anthropologues, qui eux étaient tous marxistes purs et durs. Donc c'était la lutte entre les anarchistes et les communistes. Et ça explique sans doute le fait que l'anarchisme n'ait pas eu... mais il n'y a pas de filiation. Là, juste pourquoi est-ce qu'en anthropologie, alors qu'on avait sous les yeux des sociétés anarchiques, on n'a pas théorisé ça? Ça me reste comme vraiment là. J'aimerais bien savoir si vous avez une idée. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, il y a un anthropologue britannique célèbre, dont j'ai oublié le nom évidemment à l'instant, du début du XXe siècle, qui au début était dans le sillage de Kropotkin, et puis après il a décroché. Enfin, il est hyper célèbre, son nom me reviendra peut-être. En fait, je pense que peut-être la réponse à la question, elle se situe ailleurs, sur la question du progrès et des sociétés dites primitives, qui finalement intéressaient peut-être moins ou de façon marginale, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être chez notamment les Américains, les anthropologues américains avec les Amérindiens, plutôt dans une logique soit de patrimoine, soit de rédemption par rapport au massacre des Indiens, qui fait qu'il n'y avait pas de théorie politique, mais que ça a orienté leurs travaux plutôt dans ce sens-là. Bon, on étudie en gros les derniers, quoi, avant qu'ils partent. Donc ce côté un peu ethnographe. Et puis après, ça c'est la première moitié du XXe siècle. Plus la fossilisation quand même en Union soviétique. Et après 1945, effectivement, le marxisme tenant largement le pavé dans les sciences sociales, ça n'a pas encouragé certains anthropologues à l'époque d'aller dans ce sens-là, ou alors à chercher sans arrêt les modes de production, être très centré sur l'économie en mettant de côté tout ce qui était religion, plus le structuralisme de Lévi-Strauss qui renvoie d'un autre côté. Enfin, les temps n'étaient pas mûrs. Mais ça y est, ils sont mûrs, hein. Notamment James C. Scott ou David Graeber, enfin bon, David Graeber est très lu, hein, ou Charles, avec son livre remarquable sur l'harmonie, l'ordre contre l'harmonie. Donc je pense qu'il y a un renouveau, mais on le sait très bien qu'en sciences sociales, comme dans les convictions, il y a du temps court immédiat, puis il y a du temps long, quoi. Faut que ça cogite, faut que ça réfléchisse, faut que les jeunes s'en emparent. Une réflexion aussi par rapport à ça, et ça fait toute la valeur justement de la réflexion qui a été celle des reclus Élie et Élysée sur ces sujets-là. Il me semble qu'au XIXe siècle et jusqu'à assez récemment, on est quand même dans un regard de domination, de supériorité, de hiérarchie des populations et donc des races. Il y a quand même des textes. Quand on voit quelqu'un comme Haeckel, justement, qu'on a cité, qui a un racialisme terrifiant, dans un texte, considère que l'homme est plus proche des orang-outans que de certaines populations aborigènes d'Australie. Il dit ça, ou population papou, quoi. Il dit ça comme ça. Alors, effectivement, quel regard on peut aller voir si on va étudier ces gens-là? À part les soumettre et essayer de leur vendre des trucs, on est quand même assez mal parti. À côté de ça, le regard des reclus, justement, est assez différent, très différent. C'est-à-dire que Élysée affirme qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les populations, simplement qu'il y a des populations qui sont à un stade différent de leur développement. Et il faut insister sur l'influence de son frère Élie, qui, donc lui dans sa formation, qui a fait une formation de pasteur complète et qui va faire un diplôme de démonologie, et puis qui va beaucoup s'intéresser en fait à tout ce qui est rite, tradition, aux mythes, à tous ces aspects-là des croyances dites populaires. Je dis dites populaires parce que c'est toujours un peu méprisant quand on les dit comme ça, mais qui pour lui racontent beaucoup de la manière dont fonctionnent les populations, dont elles pensent. Et cette approche-là est très intéressante chez lui. Et il y a
peut-être, ça je ne connais pas d'autres chercheurs qui ont eu cette approche à l'époque, mais se pencher de cette manière-là sur des choses assez insignifiantes, sur comment on sème le blé, après quelle fête, après quelle tradition on sème le blé, il a fait tout un livre sur le blé. Je pense que c'est assez éclairant, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, que tout le 19e est perclus de domination, c'est le colonialisme, on va apporter la civilisation, le progrès, et tous ces gens-là sont des arriérés, quoi. Et puis, il va y avoir aussi une difficulté, je pense, j'avais lu, alors j'ai encore oublié le nom, c'est l'âge, un texte très intéressant de quelqu'un qui disait « Est-ce qu'on peut encore étudier sérieusement une tribu de l'Amazonie qui s'est dotée de pirogues à moteur ?» Bon, sa réponse était oui. Mais en fait, la difficulté pour les anthropologues à un moment donné, alors je ne sais pas de nos jours comment la question est réglée, enfin si j'ai une petite idée, mais disons la première moitié du XXe siècle, où c'était l'industrie, c'était les peuples supérieurs, c'était le racialisme, etc., etc. Donc ces pauvres peuples dont Élisée Reclus disait qu'ils pouvaient être beaucoup mieux outillés et plus intelligents que notre prétendue civilisation, il dit donc. Quand tu écris ça, ça plaît pas à tout le monde, même si en fait, lui, de son côté, il appréciait certains aspects de cette civilisation, notamment le chemin de fer et la voiture. Bon, il était tout content d'avoir fait l'une des premières balades en voiture avec une de ses compagnes. Donc à cette époque-là, en gros, ils étaient out, les primitifs, parce qu'ils étaient complètement dépassés. Mais du coup, comme en même temps la dite civilisation progressait, donc les moteurs au bord, mais ça peut être aussi autre chose, on est d'accord, hein, le fusil, etc. En fait, derrière, on revient à cette notion de primitivité, quoi. Et c'est très difficile à régler. Ça veut dire quoi? Premier par rapport à quoi? Donc on se replace dans la philosophie de l'histoire, mais c'est quoi le temps zéro? Maintenant, Lucie est dépassée, on a trouvé encore plus vieux. Toumaï, enfin bon voilà, mais à partir de quel moment se font les bifurcations, qu'est-ce qui est supposé être à la traîne ou pas, enfin là on revient encore sur le débat régret, progrès, et en fait, et c'est ce que dit Reclus dans ce fameux dernier chapitre, c'est que en gros, ça y est, le monde entier, et il ne peut pas s'ignorer de lui-même, même les tribus les plus paumées, et encore, hein, puisque les dernières qui refusent le contact, c'est donc dans les îles Andaman, qui est peut-être une ou deux au Brésil, mais en gros, ça y est, enfin, le contact s'est fait, les peuples se connaissent et Reclus s'en félicite, parce que pour lui, c'est l'affirmation de l'humanité. C'est à partir du moment où il y a cette prise de conscience d'une humanité commune et de solidarité, que là, il peut y avoir une solidarité agissante. Sauf qu'il y a quelques obstacles entre, on est d'accord, hein. Donc il y a cette difficulté de primitivité qui renvoie aussi à l'idée du paradis perdu, de la nature qui serait sauvage et par conséquent bienveillante alors qu'elle ne l'est pas du tout, cette foi, enfin cette croyance dans le pur et le dur, enfin ça Reclus ne peut pas ça, il a été vacciné, donc il est beaucoup plus dans des formes de diversité, de pluralité, d'altérité, et il n'y a pas de nature vierge, sauvage, bienveillante, comme il n'y a pas de peuple premier pur, intact, où il n'y en a plus, enfin, le débat n'est pas là, quoi. Je ne sais pas si j'étais très clair. Donc pour moi c'est novateur quand même ça, surtout que moi, enfin là c'est une conviction vraiment personnelle, je pense qu'il y a un retour du religieux à des niveaux partout, quoi, en fait. C'est pas que du religieux pur et dur, hein. C'est pas que de la foi ou des églises, c'est dans certaines conceptions de la vie, d'avoir une vision irénique des choses, qui par ailleurs permet, quand ça ne marche pas, d'être très pessimiste et d'être très misanthrope. Il y a un retour de la misanthropie aussi, hein. Peut-être pour la fin, alors la fin, attendez, mais c'est bien, ça m'encourage. C'était pour répondre à la question. Donc on a trouvé ça, c'est la dernière notice pour répondre à la question poésie et esthétique. C'est la notice zen. Attends, tu diras après, tu diras à la fin. Vous gouvernez une province entière. J'existe simplement en dehors du vent. Vous ne fûtes pas l'hôte qu'il fallait aux visiteurs impromptus. Ce qui vous convient, ce sont les expédients, non l'ultime vérité. Signé Fougaille, 1568-1654. Donc c'est la notice zen. C'est un poème zen. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.
Merci.